Il y a celles et ceux qui étaient dans les hôpitaux, les magasins, les écoles, les maisons de repos. Et puis il y a les autres qui ne se sont jamais arrêtés de travailler non plus. Dans les résidences pour enfants placés par exemple, pour personnes en situation de handicap ou encore auprès des femmes enceintes. Chaque dimanche de l'été, BX1 vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui en pleine crise sanitaire étaient sur le pont. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sur le pont. Elle s'appelle Rachel Gourdin, elle est sage-femme. Depuis 5 ans, elle travaille pour l'ASBL Aquarelle qui suit les grossesses de femmes migrantes. Son boulot ne s'est pas arrêté pendant le confinement. Bonjour Rachel. Bonjour. Elle s'appelle Béatrice Mine, elle est éducatrice dans un centre pour enfants placés à Laken. Alors que tout tournait au ralenti, elle travaillait encore, de jour comme de nuit. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors vous connaissez le principe de cette émission, on fait un retour dans le temps. On va essayer de se souvenir du passé, de ce début du confinement. Imaginons que nous sommes le 18 mars, le confinement généralisé est annoncé par le Conseil national de sécurité. Donc tout le monde s'organise pour se confiner, les écoles étaient déjà fermées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Béatrice, à ce moment-là ? Énormément de questions. Comment on va gérer, qu'est-ce que ça veut dire, où vont aller les enfants. Parce que vous, en tant qu'éducatrice, donc vous travaillez dans un centre à Laken, les enfants sont placés par le juge, il y en a combien environ ? Alors, donc on a différentes sections, on a une capacité de 55 enfants au total, qui sont répartis dans différentes unités. Et on s'occupe des enfants de jour comme de nuit, avec des retours en famille ou pas, tout est variable. Mais là, on se retrouve 18 juin, voilà, tout ferme. 18 mars, oui. 18 mars, pardon. Tout ferme, et qu'est-ce qu'on fait ? Oui, vous savez que vous devez continuer à travailler, il faudra aller au centre, s'occuper des enfants, parce qu'il y a des enfants en très bas âge. Alors, oui, on a des enfants à ce moment-là, la plus petite a tout juste 2 ans, les plus grands ont 16 ans. Il faut prendre des décisions, si le personnel ne tient pas le coup, si on n'a plus assez de personnel pour encadrer les enfants, comment on fait ? Qui va s'en occuper ? Donc voilà, un millier de questions qui arrivent et il faut gérer tout de suite, il faut prévenir les enfants, il faut pouvoir dire quelque chose aux enfants, aux parents, et personne qui nous répond. En sachant que vous alliez travailler le matin même. Rachel Gourdin, vous êtes sage-femme. Les naissances, forcément, ne se sont pas arrêtées pendant le confinement. Pas du tout. Vous travaillez pour la ASBL Aquarelle, oui. Donc ça veut dire c'est une ASBL qui va suivre des femmes migrantes. Comment ça se passe ? Donc nous, oui, on dépend du CHU Saint-Pierre. Donc c'est vrai qu'on avait vu quand même qu'il se passait des choses un peu au préalable avant le début du confinement. Oui, on avait pu le calculer un petit peu. On s'occupe, oui, des dames en situation de précarité, et donc des dames qui n'ont pas de mutuelle et qui n'ont pas de rentrée d'argent, ou très peu de rentrée d'argent. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une population qui est très fragile, qui a plein de vulnérabilités annexes, je dirais, au-delà de la grossesse. Donc nous, notre travail, c'est évidemment de suivre la grossesse et le postpartum, mais aussi de voir tous les besoins de ces familles-là. Donc non, ça s'est clairement pas arrêté. Je crois qu'on a été très très réactive. On a la chance d'être une petite équipe et donc on s'est réunis alors que c'était le confinement. On a essayé de garder nos distances, mais on s'est réunis et tout de suite entre sages-femmes, on a mis au point voilà ce qu'on allait faire dans les prochains temps, ce qu'on allait arrêter de faire, donc tout ce qui est en groupe, là la photo que vous voyez, et puis de comment est-ce qu'on allait s'organiser pour les visites à domicile. De pas laisser tomber nos Parce que mamans. votre quotidien, c'est d'aller voir des femmes à domicile. À domicile, parfois, c'est un grand mot, parce que ce sont parfois des personnes qui n'ont pas de domicile fixe, qui sont dans des squats. Comment... Oui, ça peut être le cas. Il y a plein de situations qui sont très variables. Donc, il y a des dames qui sont en couple avec des messieurs qui travaillent au noir et ils ont un petit appartement et ça se passe relativement bien. Et il y a des femmes, en effet, qui sont dans des greniers, dans des caves. Beaucoup de dames en centre d'accueil aussi. Beaucoup de dames qui sont hébergées à droite à gauche. Donc on va les voir chez une amie et puis 3 jours après elle est chez une autre amie. Donc il faut arriver à suivre ça aussi. Et puis des dames, des dames SDF, oui. Donc
Donc une population qu'on peut pas laisser tomber comme ça c'est clair. Béatrice Mine, comment vous expliquez la situation aux enfants du centre? Ils comprennent parce que c'est votre rôle aussi du coup en tant qu'éducatrice? Alors il y avait déjà eu un pré-travail des écoles, j'ai envie de dire, avant que les écoles s'arrêtent. Et puis aux plus petits, on leur explique qu'il y a un virus, et un virus ça se voit pas, c'est comme une maladie et que voilà, on doit s'en protéger. Et que comme on la voit pas, on ne sait pas où elle va, chez qui elle passe. Et donc pour s'en protéger, on doit tous rester entre nous. Alors on doit mettre des gestes, les fameux gestes barrières qu'on a dû leur apprendre. Le lavage de mains, la distance, les coudes au lieu des bisous. Ça on y est arrivé, mais non, la distance, vous ne pouvez pas avoir une distance avec un enfant de 2 ans. C'est pas possible. On ne peut pas se dire on va mettre un enfant au lit, on ne va pas lui faire de bisous, pas de câlins. Et en fait, votre centre devient une grande famille. Enfin, j'imagine que c'est déjà comme ça aussi que vous le vivez tous les jours, parce qu'ils vivent là-bas quasiment parfois quotidiennement. Oui, ça devient comme une grande famille avec la peur des adultes et puis la peur des enfants, parce que moi je m'occupe plus particulièrement des petits, mais à côté de ça on a les grands qui eux sont capables d'écouter les médias et d'entendre les informations. Et donc il faut aussi en faire quelque chose. Et donc à un moment donné, on a décidé, la psychologue de l'institution en tout cas, est passée dans chaque groupe pour que chaque enfant ait le même discours, pour que les choses puissent être claires chez tout le monde, qu'ils sachent aussi qu'ils ont le droit de se poser des questions, ils ont le droit d'avoir peur, que nous adultes parfois, on est dans la même situation qu'eux, mais qu'on restera là. Rachel, vous me disiez en préparant cette émission qu'une des images que vous retenez de ce début du confinement, c'est l'hôpital Saint-Pierre, un endroit où vous travaillez, quasiment vide en fait. On va voir des images de l'extérieur de Saint-Pierre au début du confinement, lorsque les tentes s'installent pour les urgences, etc. Et à l'intérieur, c'était toute une autre ambiance. Oui, parce que c'est généralement, c'est un hôpital de centre-ville, c'est dans les Marolles, il y a beaucoup de monde à Saint-Pierre, c'est un très grand CHU, et donc il y a beaucoup de passages habituellement, et là, plus rien, plus de visites. Donc toutes les visites avaient été annulées. Enfin, les gens n'avaient pas le droit de recevoir des visites. Et puis toutes les consultations qui n'étaient pas prioritaires, qu'on pouvait postposer, ont été annulées, quoi. Donc il y avait vraiment très très peu de monde à l'intérieur du bâtiment. Et donc ça, c'était assez étonnant. Ça donnait quand même une ambiance un peu comme ça. C'est ça. Pour vous qui continuez à travailler, donc votre quotidien finalement ressemble à ce que vous faisiez avant, mais évidemment, il y a des différences, quoi. Oui, il y a des différences. Déjà, oui, dans la désinfection, il y a eu beaucoup de différences. C'est-à-dire qu'on prenait beaucoup plus de temps, pas forcément avec les patientes, mais entre les patientes. Parce qu'il fallait tout désinfecter. Moi, je fais de la consultation prénatale à l'hôpital. Et donc, entre chaque patiente, il fallait tout désinfecter. Donc ça prenait quand même beaucoup plus de temps. Et puis, oui, il parlait aussi du Covid. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les questions relatives à la grossesse, mais il y avait aussi les peurs des mamans qui disaient, je suis venue, j'ai pris le bus, comment je dois faire, comment on s'organise. Et il faut pouvoir répondre à ça. C'est ce que j'allais dire. Les mamans sont dans quel état d'esprit lorsqu'elles viennent vous voir en cette période hyper inédite, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas généraliser toutes les mamans qu'on a. Tous les comportements qu'on a pu observer. Mais pour beaucoup de dames, c'était un sujet supplémentaire d'inquiétude, vraiment. C'est-à-dire que ça faisait vraiment, ça s'empilait par rapport à où est-ce que je vais dormir, comment est-ce que je vais manger, la carte médicale n'est pas en ordre, le CPS a fermé, on ne m'a pas dit comment ça se passe. Et donc, il y avait en plus, avec la crise, qu'est-ce qui va se passer pour moi, quoi. Plus la crainte d'attraper le virus. Oui, probablement. Oui, c'est ça, en disant, et puis les répercussions pour le bébé, comment ça se passe, est-ce que ça se transmet au bébé ou pas. Alors on avance un peu dans le temps, nous sommes le 27 mars et nous avions à BX1 fait un reportage pour voir comment les femmes se préparaient à accoucher justement en cette période particulière. Je vous propose de replonger dans nos archives, c'était le 27 mars, un reportage de Marie-Noël Dinan. Enceinte de 7 mois, Yael Spiegel trie les petits vêtements de ses filles aînées pour le bébé qui arrive. Une naissance source de grande joie mais aussi d'inquiétude. À cause du coronavirus, sa gynécologue ne sera sans doute pas en salle d'accouchement. Effectivement, une équipe de garde, un gynécologue de garde qui accouche toutes les femmes qui viennent accoucher sans que on ait chacun son propre gynécologue pour éviter aussi quelque part qu'il y ait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de gynécologues qui se baladent dans l'hôpital en même temps. Et ça vous angoisse ?
Un petit peu, même si j'essaye vraiment de relativiser. Une angoisse légitime selon le personnel médical. Au CHU Bruckmann, il y a plus de 3000 accouchements par an. Ici aussi, on a cloisonné les services pour éviter tout risque de contamination. Et toute maman qui arrive pour accoucher suit un protocole très précis. La patiente arrive, on lui pose quand même quelques questions pour s'assurer qu'elle ne présente pas les symptômes du coronavirus. Si tel est le cas, on les met dans une pièce qui est à part avec une sage-femme qui sera dédiée à la surveillance de cette patiente-là avec les mesures préconisées d'isolement qui ont été posées par toutes les institutions. Pour une patiente qui ne serait pas porteuse de symptômes coronavirus, à ce moment-là, elle a un trajet plus normal et la présence du conjoint est possible en salle d'accouchement pendant tout le temps du travail et de l'accouchement. Voilà, bon, vous vous souvenez, vous, Rachel, de ce moment-là. Ici, on entend parler d'une situation plus classique, des accouchements plus classiques. On n'est pas dans le cas de femmes précarisées comme celle que vous suivez, mais c'est la même chose ou qu'est-ce qui est de différent, justement, par rapport à votre Après, boulot ? les accouchements peuvent être les mêmes. Oui. C'est la situation, le contexte social qui est différent, mais... Oui. Qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire qu'on a quand même on a moins accompagné les dames, en effet. Il n'y avait plus de préparation à la naissance. Donc, c'est vrai que vous voyez, cette dame-là, c'est son 3e enfant. Mais il y a quand même aussi, on a quand même besoin de discuter pendant la grossesse de certaines choses. Il y a des peurs qu'il faut déposer. Il y a la respiration, il y a plein de choses à revoir. Donc, pour nos mamans, on n'a pas pu le faire. On l'a fait par WhatsApp, on l'a fait par Zoom, mais honnêtement, c'est vraiment pas aussi efficace. Et puis, il y a aussi les dames qui n'ont pas accès à ces réseaux-là, parce qu'il faut de l'argent pour mettre sur le téléphone, pour pouvoir avoir Internet, parce que voilà. Donc, c'est vrai qu'elles étaient moins bien préparées. Il y avait beaucoup moins d'accompagnement. Le vestiaire social qu'on a été fermé aussi. Donc, c'est-à-dire que nous, sages-femmes, on devait prendre rendez-vous avec nos mamans, être en gardant nos distances, pour les amener et leur donner des vêtements pour les bébés. Mais elles ne pouvaient pas se déplacer elles-mêmes pour venir à la permanence du lundi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué en effet et je pense que ça... Je ne sais pas comment ça s'est traduit pour la plupart des mamans. On a essayé de les accompagner comme on pouvait, mais oui, je pense qu'il y a eu Il y a eu quelque chose derrière, c'est plus difficile. Ça a été plus difficile. Je pense qu'il y a eu un isolement très très important. Et en effet, le fait de ne pas avoir de visite, de ne pas pouvoir avoir le conjoint ou l'ami qui vient en salle d'accouchement, surtout si on a chauffé un petit peu et que du coup on se retrouve avec un frottis qui est en cours, mais dans le chemin Covid. Et donc oui, je pense qu'il y a des femmes qui ont peut-être eu une grosse difficulté, les allaitements qui ont eu du mal à démarrer aussi, parce que pas de séance d'allaitement auparavant, pendant la grossesse. Donc oui, je pense qu'il y a eu... mais ça, il faut... C'est là qu'on voit l'importance de ces préparations quand elles ne sont plus possibles. Tout à fait. Béatrice, on est le 28 mars, au lendemain de ce reportage. Et vous écrivez un coup de gueule sur Facebook qui a été partagé plusieurs fois. Il faut dire, on va préciser tout de même que vous êtes conseillère communale à Aiguezé, vous travaillez à Bruxelles, mais vous ne vivez plus à Bruxelles. Vous êtes conseillère communale sur la liste écolo, donc ça vous permet peut-être d'être relayé pas mal, tellement relayé que le guide social décide de reprendre votre coup de gueule. Qu'est-ce que vous nous dites dans ce coup de gueule ? Qu'est-ce qui vous donne la rage ? Écoutez, le moment où je l'ai écrit, je ne m'attendais pas à cet engouement autour. Et voilà, c'est la nuit, je travaille à 6h du matin le lendemain matin, j'arrive pas à dormir. Le confinement a bougé beaucoup de choses dans ma vie personnelle aussi. Je dois y aller, je dois laisser ma fille. Et à un moment donné, je me dis, mais voilà, nous on est en train de entre guillemets, se saigner, de donner tout ce qu'on a, de prendre des risques réels qu'on dit pour nous, pour nos familles. Et on se rend compte qu'on est... De notre secteur, on n'arrive pas à avoir de réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Où on doit aller ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Quelles sont les mesures à prendre en charge ? Vous avez un sentiment d'oubli aussi. Vous écrivez par exemple, je vais vous citer vous-même, vous dites « Alors aujourd'hui je suis en colère de la violence que me renvoient les médias, que me renvoient mes connaissances, que me renvoie la radio, que me renvoient les responsables de mon secteur, ce que vous venez de nous dire, à nous les ignorés du système, ceux dont personne ne parle, alors que travaillons avec une surcharge de travail énorme et un public fragilisé. Pas de gants, pas de masques, pas de gel, pas d'aide, pas un mot, ni pour eux, ni pour nous. » Voilà, c'est la réalité. J'ai envie de dire, quand est-ce que vous avez entendu Madame Wilmès faire un mot sur l'aide à la jeunesse ?
Quand est-ce qu'on en a parlé? Alors, il y a eu à un moment donné, voilà, au fur et à mesure du confinement, on a commencé à parler de l'aide à la jeunesse et des institutions, mais on s'est retrouvé du jour au lendemain avec... D'habitude, les enfants vont à l'école la journée, on a du temps pour... voilà, on doit aller aussi au tribunal, on a des suivis avec les familles. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec tous les enfants qui sont là. Faut gérer des plages horaires de 24 heures sur 24 non-stop avec plus de personnel parce qu'il y a plus d'enfants. Là où il pouvait y avoir une personne, il faut qu'il y en ait deux. La réalité des stress de chacun. Toujours dans un contexte, c'est ça, où on est stressé par ce virus qui est en train de chambouler complètement. En fait. Et où il faut tenir le coup et où rien n'est fait. On nous dit attention, c'est les enfants qui sont les plus grands vecteurs pour la contamination. Et on nous dit non, vous, des masques, non. Non, vous, du gel, non. Alors, il y a d'autres secteurs pour lesquels c'est la même chose, hein, mais on se dit, Mais c'est vrai que ce qui vous frustrait aussi, c'est, vous le dites, hein, vous entendez à la radio beaucoup de positivisme sur le confinement, chacun qui... Je peux entendre que les médias ou qu'il y ait eu besoin, dans tout cas, tous les gens qui ont eu cette chance, quelque part, de vivre un confinement, de vivre un confinement à la maison, de pouvoir faire des choses chez eux, de se poser, de se reposer. C'est une chance pour eux et voilà, je suis très contente pour eux. Mais d'un autre côté, être dans votre voiture le matin, aller au travail alors que vous êtes sur les genoux, que vous avez enchaîné une semaine de près de 50 heures et vous entendez qu'on vous dit « Ah, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Oh, moi aujourd'hui je vais reprendre ma barrière. » Dites non, du Joum, j'aimerais bien reprendre ma barrière aussi. Et comment ça se fait qu'à aucun moment on ne parle de nous? Sachant que vous manquez de moyens, déjà voilà. C'est un secteur où vous avez déjà demandé... Moi j'ai de la chance, je suis dans une institution qui a déjà un peu plus de moyens que d'autres, mais d'avoir d'autres collègues dans d'autres institutions, d'entendre ce qui s'y passait, le manque de moyens et de se dire mais voilà, c'est pas possible. Et rien n'est débloqué à ce moment-là. Rien n'est débloqué, personne... Enfin, on n'en parle pas. Et la seule chose sur laquelle on peut compter, et ça, il faut le dire, c'est sur la solidarité. Donc, suite à ce que j'ai écrit là, et un petit peu avant aussi, on a des personnes qui bénévolement sont venues dire « Ok, moi je suis payée pour rester à la maison, et ben je viens aider. » Puis au début, on dit on ne veut pas faire rentrer de nouvelles personnes, mais à la fois, oui, on a besoin d'aide. Voilà, donc vous avez eu cet élan de solidarité des gens. On a eu un élan de solidarité qui est indéniable et qui fait qu'on a aussi pu tenir le coup. En tout cas, un élan de solidarité de personnes, mais j'ai pas envie de dire de nos responsables du secteur. Alors, dans l'institution, effectivement. Ça venait de la base, des citoyens, des citoyennes, mais vous attendiez aussi autre chose des autorités. Des autorités. Et là, je tiens juste à préciser, pas de ma direction, qui a été sur le pont avec nous. Voilà, toute l'institution était sur le pont. Toute l'institution y a été. Rachel, est-ce que vous avez de la colère, vous, à cette période-là? Est-ce que la colère vous a traversé? Non, de la tristesse pour des situations qui étaient vécues par certaines familles qu'on pouvait suivre. De la colère, pas tant que ça, parce que c'est vrai que oui, structurellement, il y a eu peut-être des choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été faites, ça c'est sûr. Il s'avère que dans le secteur de la santé, ça fait quand même des années que mes collègues, qu'il y a un mouvement qui s'appelle de la colère dans le cathéter qui existe depuis des années, qui demande... Ça, la colère chez vous, elle date peut-être, et donc on arrive à... le parent pauvre, la santé, et qu'on se rend bien compte en disant, quand il y a un gros problème, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas assez de moyens, on n'est pas assez nombreux, il faut arrêter, tout ça. Donc ça, si vous voulez, ça n'a fait que confirmer un petit peu ce qu'on pensait depuis des années. Après, il s'avère que, pareil, j'ai la chance de travailler dans une structure qui était sur le pont, vraiment, et qui était très, très soutenante avec les gens de Saint-Pierre. Donc ça s'est plutôt très bien passé à ce niveau-là. Et puis, on a une petite ASBL, et donc on a pu aussi très rapidement s'organiser nous-mêmes. Donc de la colère, non, j'irais peut-être pas jusque-là. J'ai eu de la tristesse, oui, j'ai pas eu peur, mais je trouvais que ça mettait vraiment en relief toutes les inégalités qui existaient déjà là. Alors là, c'était la loupe grossissante, et on voyait que ça. Et en effet, oui, des gens qui avaient la chance de pouvoir profiter de leur jardin et de se faire un bureau à chaque étage de leur maison pour travailler correctement.
c'est super qu'ils puissent le vivre, mais pour beaucoup de personnes, ça voulait dire être dans un 40 mètres carrés avec 3 enfants qui ne font que regarder la télé parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Voilà, donc ça c'était quand même... voilà, ces inégalités, elles peuvent engendrer en effet de la colère, oui, c'est vrai. Finalement, de la frustration et de... Ouais, en se disant qu'on n'est pas dans une société très juste, quoi. On va faire un bond dans le temps et se retrouver le 2 juin. Retour en maternelle après une petite polémique. Finalement, on dit aux enfants de rentrer en maternelle. Alors vous, les enfants dont vous vous occupez, ils sont en permanence au centre. Puis d'un coup, on se dit qu'on doit les remettre à l'école. Mais on nous dit qu'ils doivent retourner à l'école avant même de revoir leurs parents qu'ils n'ont plus vus depuis des mois. Et puis surtout, le sentiment... d'être pris un petit peu pour des pions à ce moment-là. On a travaillé tous ces mois à garder le virus en dehors de l'institution, à se changer 4 à 5 fois par jour. Et puis d'un coup, en regardant la TV, comme tout le monde, voilà, ok, on réouvre les écoles, tout le monde peut y aller. Alors je pense que tout le monde a été pris de court. Mais en institution comme ça, on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait? Ils y retournent pas, ok, ils doivent y retourner. Mais ça veut dire on redémarre à zéro, on reprend des risques, on réouvre tout. Et tout ça de nouveau sans aucune mesure. Du jour au lendemain, il faut réorganiser des horaires. Donc ça veut dire de nouveau vous appelez vos collègues et vous leur dites voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas 1 ou 4 enfants comme dans un foyer, il y en a une cinquantaine. À déposer dans une dizaine d'écoles différentes, chacune avec ses horaires, chacune avec ses propres préoccupations et ses propres mesures. Donc il faut respecter. Et puis vous vous retrouvez à aller chercher d'un côté de Bruxelles un enfant et l'autre de l'autre côté. Il faut être aux mêmes heures. Donc on ne peut pas se décupler. Il faut tout réorganiser, tout repenser. Et ce moment où on se dit mais comment se fait-il, nous, comme les écoles et comme notre secteur, mais comment se fait-il qu'on doive regarder notre TV le soir pour l'apprendre? Vous n'avez pas été prévenu à temps, préparé peut-être pour cette réouverture. Juste, voilà, se réorganiser en quelques jours. Vous l'avez fait? Est-ce que les enfants sont retournés à l'école ou est-ce que ça n'a pas été possible? On l'a fait. Alors, pour tous ceux qui étaient en âge dans les années concernées, ils sont tous retournés à l'école. On l'a fait au prix de... Alors oui, les enfants étaient très contents. Alors... Eux revoir leur maîtresse alors qu'on les avait préparés psychologiquement à plus revoir, à se dire peut-être au moins jusqu'en septembre. Il y avait des changements d'école qui arrivaient, donc c'est toute une préparation aussi de dire au revoir à son institutrice via WhatsApp, via Zoom, c'est des choses qui sont pas évidentes. Et puis il faut leur dire en fait non, c'est pas ça. En fait vous allez quand même y aller parce qu'en fait ça a changé et vous allez pas mettre de masque et voilà. Et donc il y a aussi une peur des enfants. Et vous nous avez dit le virus. Et maintenant, ce virus, il est où alors? Oui, c'est ça. Et il faut répondre à ça. Alors qu'on n'a pas vraiment de réponse. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on imagine un peu le futur proche ou moins proche. Qu'est-ce que ça a appris à votre métier, ce confinement? En quoi ça peut éventuellement aider ou non? En tant que sage-femme qui s'adresse à des femmes précarisées? Qui restent des femmes, je tiens vraiment à le dire. Elles ne sont pas que des femmes en situation de précarité. Ce que moi, ça m'a vraiment appris, c'est que j'avais besoin de toucher les femmes parce que voilà, pendant toute cette période-là, le moins de contact possible, donc c'est-à-dire et que notre métier est un métier qui est très tactile et que ça m'a vraiment manqué. Et je pense que ça a aussi manqué aux femmes de pouvoir se toucher. Il y a des choses il y a des services qui ont été désorganisés très rapidement, donc je pense que eux vont aussi pouvoir tirer des conclusions en interne. Et puis si une chose, le CPAS, ça fonctionnait très bien pour les déclarations de naissance parce que tout se faisait en ligne et finalement ça marchait vachement bien. Il fallait plus prendre de rendez-vous pour y aller, tout ça. Et donc, moi, je trouve que la déclaration de naissance était beaucoup moins problématique. On peut garder. Ouais, vraiment, allez, ça marchait bien. Béatrice, même question. Qu'est-ce que vous retenez de cette période et en quoi on peut sortir plus fort dans votre boulot, je parle. Alors, moi, je pense que dans le positif, vraiment, c'est des interactions que je n'aurais pas imaginées ou des bons en avant d'enfants. Des choses qu'on n'aurait pas oser faire, des mélanges de groupes, de se dire tiens, il va dormir dans l'autre groupe, tiens, il va manger là-bas, il va passer une après-midi. Et donc très vite, en fait, maintenant qu'on est revenu plus ou moins à la normale, chacun a réintégré ses pavillons, on se rend compte que il y a vraiment des liens qui se sont créés et qu'en fait parfois on a peur en tant que professionnel, mais que on doit plus s'ouvrir.
C'est ça, cette fermeture nous a amené peut-être plus d'ouverture. Et maintenant, au niveau du secteur, c'est vraiment le fait de... Il va falloir plus de solidarité dans le secteur et pouvoir se faire plus entendre, parce que je pense que comme dans les soins infirmiers, on se rend compte du manque qu'il y a et qu'en fait, c'est pas possible et qu'on est en train de tenir et qu'on est sur les genoux et en fait, c'est pas possible de tenir comme ça. Donc, voilà. Si on veut faire bouger les choses, c'est à nous de le faire. Merci à vous deux pour vos témoignages et votre message qui est bien passé ce soir. Merci d'être fidèle à BX1 et cette émission d'été sur le pont. Je vous retrouve très bientôt. Belle soirée.